Nous vivons une période politique historique en France marquée par la nomination récente de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre à la suite du vote de confiance du 8 septembre qui a vu la démission de François Bayrou et de son gouvernement. Ce changement intervient dans un contexte d'incertitude et de défis majeurs pour le pays où chaque décision politique est scrutée avec attention, y compris par les Français de l'étranger. Je suis avec Éléonore Carrois, députée de la deuxième circonscription des Français établis hors de France, couvrant l'Amérique latine et les Caraïbes. Madame la députée, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Comment analysez-vous cette transition politique avec le changement de gouvernement et quelles en sont les implications pour les expatriés que vous représentez? Alors, nous avons vu au cours de cette semaine de nombreux changements dans notre vie politique. Comme vous le rappeliez en introduction, lundi, un vote de confiance selon l'article 49 alinéa 1 a été soumis aux parlementaires. Le gouvernement de François Bayrou est tombé et le président de la République a, 24 heures plus tard, nommé un nouveau Premier ministre en la personne de Sébastien Lecornu. Moi, je salue cette nomination rapide parce que je pense qu'il est impératif d'avoir un exécutif qui soit présent. On ne peut pas avoir de vacances du pouvoir dans le contexte politique national et international que nous vivons. Hier, pendant que en France, le mouvement Bloquons tout bloquait un certain nombre de villes et se manifestait de diverses façons, il y avait aussi à l'international la Russie qui envoyait des drones sur l'Ukraine et qui atteignait aussi le territoire aérien polonais. Il se passait aussi des choses extrêmement graves au Moyen-Orient. Et je pense qu'il est important que la voix de la France soit entendue et respectée à l'international. Donc moi, je salue cette rapidité en réalité de cette nomination. Maintenant, je constate également que Sébastien Lecornu a tout à fait pris la mesure de la tâche qui lui incombe maintenant, c'est-à-dire trouver une voie de passage dans une assemblée extrêmement divisée avec 11 groupes parlementaires distincts. Au sein de ces groupes parlementaires, certains qui ne sont pas tout à fait hostiles, mais souhaitent rester dans l'opposition, et la nécessité qu'il a de créer un compromis, d'abord pour avoir un budget pour notre pays, et ensuite, évidemment, pour pouvoir donner des orientations à la France. Donc, selon vous, avec ce que vous venez de nous expliquer, Sébastien Lecornu, comme Premier ministre, peut marquer une opportunité de sortir de l'impasse politique récente et justement de trouver ce fameux consensus? En tout cas, moi, je l'espère parce que nous en avons grandement besoin, parce que c'est la situation politique dans laquelle nous sommes suite au vote des Français lors des législatives de 2024. Un vote où, je pense qu'il est important de le rappeler, les Français se sont massivement mobilisés, y compris à l'étranger, pour élire leurs représentants et qui nous a donné cette assemblée qui est assez inédite. On parle de tripartition, trois blocs distincts. En réalité, on voit bien qu'au sein même de ces blocs, il y a des partis qui sont tout à fait opposés. Je pense par exemple à ce que l'on appelle le bloc de gauche, qui a des députés de la France insoumise qui semblent être en désaccord sur quasiment tous les points avec les députés du bloc socialiste, ou encore au sein du groupe central un certain nombre de divergences, et puis les LR qui se sont ralliés lors des deux précédents gouvernements à ce que l'on a appelé le socle commun. Donc dans cette configuration, moi je pense qu'une personnalité comme Sébastien Lecornu, au-delà de son identité politique, de sa famille politique, même de son passé à lui personnellement, a démontré par les actes qu'il est capable de composer avec cette assemblée. Parce que c'est dans une assemblée très divisée qu'il a été en mesure de passer à la quasi-unanimité la loi de programmation militaire qui nous a permis d'augmenter considérablement le budget de notre armée dans un contexte que je rappelais avant, un contexte international qui le nécessitait. Mais c'était loin d'être une évidence. Il y avait de nombreux désaccords sur cette question et avec patience, avec humilité, en allant parler à tout le monde, Sébastien Lecornu a réussi à avoir cette victoire et donc cela démontre que non seulement il a cet esprit de consensus, mais qu'il est capable de le faire dans l'Assemblée que nous connaissons, ce qui n'était peut-être pas le cas de ses deux prédécesseurs. Alors justement, vous, quelles sont vos attentes spécifiques pour les Français de l'étranger, notamment en matière de services consulaires, fiscalité ou encore protection sociale, avec le futur gouvernement? Alors pour moi, il est très important de pouvoir continuer à porter les sujets très spécifiques des Français de l'étranger.
Ce sont des sujets que je porte de manière transpartisane, de longue date, parce que je pense que ce sont des sujets qui n'ont pas véritablement de couleur politique. Et à part quelques clichés qui reviennent régulièrement de la part de l'extrême droite et de l'extrême gauche, qui voudraient que les Français de l'étranger seraient tous des exilés fiscaux, l'obsession de l'impôt universel, c'est-à-dire l'impôt sur la nationalité de Jean-Luc Mélenchon et de députés insoumis qui se sont d'ailleurs prononcés sur ce sujet très récemment. En réalité, à part ces exceptions, il y a une possibilité de travailler de manière consensuelle avec des députés et des sénateurs de tous bords politiques pour mettre en avant les droits, les devoirs aussi des Françaises et des Français de l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai déposé à la fin de la session parlementaire précédente et d'ailleurs que je promeus en ce moment une proposition de loi transpartisane pour sanctuariser les droits des Français et des Françaises de l'étranger. Aujourd'hui, qu'en est-il? Vous pensez qu'elle va pouvoir passer, qu'on va pouvoir continuer à travailler dessus, ou est-ce qu'il faudra repartir à zéro? Non, c'est-à-dire que nous, on a déposé une proposition de loi qui est aujourd'hui déposée à l'Assemblée nationale, qui pourrait être examinée si un nombre de groupes parlementaires suffisant souhaitait l'inscrire lors de l'une de ces niches parlementaires. Vous savez, c'est les journées qui sont consacrées à des groupes parlementaires ou même dans les semaines transpartisanes de l'Assemblée. Moi, en tout cas, je m'y attellerai. Mais c'est vrai qu'une autre voie qui est sans doute préférée serait de le travailler avec le ou la ministre des Français de l'étranger qui sera nommé dans le gouvernement de Sébastien Lecornu. Quoi qu'il en soit, les propositions sont là et moi je continue le travail avec les différentes agences et opérateurs pour pouvoir proposer des solutions. Parce que s'il est évident qu'il faut sanctuariser ces droits, le droit à l'allocation solidarité vieillesse, qui coûte pas grand-chose à notre pays, mais qui permet à certains de nos concitoyens les plus démunis, qui n'ont pas de retraite, à l'autre bout du monde, d'avoir quand même une source de revenus. Il y a aussi la question de l'accès au lycée français de l'étranger, qui est parfois très difficile lorsque l'on est un Français de classe moyenne, que l'on a plusieurs enfants et que l'on doit payer des frais de scolarité très élevés, mais qu'on est juste au-dessus, par exemple, du seuil des bourses scolaires. Ça, ce sont des situations que moi je rencontre tous les jours avec les Français d'Amérique latine et des Caraïbes. Donc tout cela, pour moi, c'est très important, mais nous faisons aussi des propositions très concrètes pour que ces mesures soient financées, parce que j'ai évidemment en tête la nécessité de réduire la dépense de l'État. Et moi, je pense qu'il faut, dans notre pays, surtout mieux dépenser et mieux contrôler la dépense publique. Il y a aujourd'hui un débat très, très binaire, très polarisé sur faut-il augmenter les impôts ou faut-il réduire la dépense. Moi, je pense qu'il ne faut pas augmenter les impôts, qu'on paye déjà énormément d'impôts en France, mais qu'il faut en tout cas mieux dépenser et contrôler davantage la façon dont les deniers publics sont dépensés. Donc là, on arrive sur le terrain justement parlementaire avec l'arrivée de ce nouveau Premier ministre. Quel rôle les députés des Français de l'étranger peuvent-ils jouer pour influencer justement les politiques publiques en faveur des expatriés? Alors aujourd'hui, il y a 11 députés des Français de l'étranger et 10 sont dans ce que l'on a appelé ce socle commun, donc le centre, en réalité le bloc central, l'ancienne majorité présidentielle. Moi, je pense que nous sommes quand même, si l'on regarde les territoires et si l'on regardait les Français de l'étranger comme une région ou comme un territoire de France, nous sommes quand même un bloc solide, un bloc qui travaille ensemble. Et comme je vous le disais, on travaille également de manière transpartisane avec le député qui est de génération, qui est rattaché au groupe écologiste. Donc, à partir de là, ce qu'il faut, c'est faire bloc, faire connaître la réalité des Françaises et des Français de l'étranger, déconstruire tous les clichés que l'on entend parce que les Français de l'étranger peuvent souvent devenir les boucs émissaires lorsque l'on parle de départ des fortunes, de tax Zuckman, de ce que cela remporterait. Ben, finalement, on se dit, regardez ce mouvement qui tend à quitter la France parce qu'on ne veut pas payer d'impôts. Alors moi, ce que je veux rappeler aujourd'hui, c'est que l'immense majorité, la quasi-totalité des Français de l'étranger en général, sont des Français qui quittent la France parce que soit ils ont des raisons familiales, c'est très souvent l'amour d'ailleurs, soit ils ont des raisons professionnelles, ils ont envie d'entreprendre à l'étranger. C'est une communauté de Françaises et de Français extrêmement dynamique et je pense qu'il faut mieux la faire connaître, la valoriser. Et moi-même, je suis une Française de l'étranger. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie à l'étranger, binationale. J'ai vécu en République dominicaine, j'ai grandi là-bas. J'ai aussi été expatriée aux États-Unis lorsque je passais mon barreau à New York. J'ai vécu en Suisse. J'ai vraiment beaucoup voyagé et côtoyé ces communautés. Je pense que elles gagneraient à être mieux connues et mieux défendues dans le débat public. En tout cas, moi, je m'y attelle. Donc vous avez aujourd'hui
un sentiment plutôt positif avec l'arrivée de Sébastien Lecornu et vous pensez que ça y est, on va enfin pouvoir avancer. Je l'espère et moi je serai toujours au rendez-vous et les députés de mon groupe seront toujours au rendez-vous parce qu'encore une fois, notre pays en a besoin. Nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de stabilité pour pouvoir continuer à attirer des investissements étrangers. Je suis assez fière que pour la sixième fois consécutive, la France soit le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Il ne faudrait pas que cela change. Il y a un gros travail à faire et c'est difficile de se mettre d'accord dans l'Assemblée que nous avons aujourd'hui. Mais moi, je suis convaincue qu'il y a des voies de passage à partir du moment où l'on s'accorde sur l'essentiel, c'est-à-dire réduire notre déficit, garder une trajectoire budgétaire saine et trouver une stabilité qui est nécessaire pour notre économie et pour le bien-être des Françaises et des Français. Pour conclure, quel message, justement, souhaiteriez-vous adresser à nos compatriotes expatriés qui regardent ça de loin et qui peuvent, à juste titre, être inquiets? Moi, j'ai très souvent regardé les événements qui se déroulaient en France de loin. Par exemple, j'étais à l'étranger au moment de la crise des Gilets jaunes. Et je sais que lorsque l'on est loin des personnes que l'on aime, lorsque l'on est loin de son pays, on peut s'inquiéter encore davantage et se demander ce qui se passe en France. En France, aujourd'hui, il y a une colère qui est réelle, et je pense qu'il faudrait être aveugle pour ne pas la voir. Elle s'exprime de diverses façons. Elle n'est pas forcément toujours canalisée ou organisée. Le mouvement Bloquons tout nous l'a montré. Mais ce que je voudrais leur dire, c'est qu'ils ont quand même à l'Assemblée nationale des élus qui sont responsables, qui ont à cœur de retrouver un chemin vers la stabilité et que même si cela peut ne pas paraître évident aujourd'hui, surtout après la chute du gouvernement Bayrou, il y a un chemin et j'espère que Sébastien Lecornu, avec les qualités qu'il a montrées dans cette Assemblée, saura le trouver. Et en tout cas, moi, je serai toujours en support de ce gouvernement et des personnes de bonne volonté qui voudront travailler à trouver un chemin vers l'équilibre, vers la stabilité, vers la justice aussi. Et je pense qu'il faut être à l'écoute et travailler de manière apaisée. Merci beaucoup, Éléonore Carrois, pour cette réaction. Merci à vous, à très bientôt.